bienvenue, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité stratégique et militaire sur i24 News. Alors que les jeunes du monde entier reprennent le chemin de l'école cette semaine, l'été a été placé sous le signe de la défense pour certains d'entre eux. Focus dans cette émission sur ces camps d'été à travers le monde où des jeunes, parfois des enfants, apprennent l'art de la guerre. C'est parti pour Défense. Et on commence ce dossier spécial camp d'été à Gaza, où le Hamas s'est appliqué à former les jeunes à la guerre et leur insuffler l'esprit du djihad. Quelques 20 000 enfants ont participé à ces camps d'entraînement. Maxime Pérez nous en dit plus. Les participants sont jeunes, des adolescents pour la plupart. Ils seraient 25 000 à avoir pris part à ce camp d'été du Hamas, ou plutôt de sa branche armée, les brigades Ezzedine al-Qassam. Ici à Gaza, les vacances d'été servent à transmettre l'art de la guerre à la jeune génération. Les services de renseignements israéliens cherchent spécifiquement à recruter des jeunes de cet âge car ils ont des manques et savent les amadouer. Donc pour nous, c'est important de prendre en main notre jeunesse. Ces forces vives se veulent l'armée de la libération d'Al-Aqsa. Ces recrues apprennent le maniement des armes, l'endurance, la discipline aussi, et se frottent aux obstacles que demain, ils pourraient rencontrer sur le champ de bataille. Avec un simple fusil Kalachnikov ou un lance-roquette RPG, les plus aguerris donnent ici l'assaut contre un blindé de Tsahal. Une mise en scène plus vraie que nature où ces jeunes fédéines palestiniens repartent avec leur Saint Graal, des soldats israéliens qu'ils sont parvenus à faire captifs. Ici, on est dans un vrai camp militaire. On s'entraîne pour la prochaine guerre, pour que notre victoire soit encore plus flagrante la prochaine fois. À Gaza, ce camp d'été a été ouvert en dépit des critiques d'ONG palestiniennes et des rumeurs d'accords de trêve prolongés avec Israël. Mais entre propagande et guerre psychologique, le Hamas a déjà un autre agenda en tête, celui de se préparer coûte que coûte à la prochaine guerre. Et dans un autre registre, en France, loin des plages, une trentaine de jeunes ont consacré leurs vacances à une préparation militaire supérieure à Fontevraud, près de Saumur, d'une durée de 3 semaines. Le camp aborde les aspects fondamentaux du métier de soldat, avec au programme la découverte de la vie militaire, des activités physiques ou encore l'initiation au commandement, une préparation nécessaire pour orienter au mieux ces jeunes qui souhaitent devenir cadres dans l'armée de terre française. Reportage. Nous sommes en plein mois de juillet. 25 degrés, le temps idéal pour profiter du soleil. Fontevraud, à quelques kilomètres de Saumur. Une trentaine de jeunes consacrent leurs vacances à une toute autre activité. Ils suivent en ce moment une préparation militaire supérieure, la PMS. Au programme, découverte de la vie militaire, activité physique et initiation au commandement. Cela fait une semaine qu'ils ont commencé ce stage et ils semblent déjà avoir acquis les premiers réflexes. Ce matin, ils ont rendez-vous sur le parcours fatigue, un parcours d'obstacles à surmonter en groupe et sur chaque agrès, un chef d'équipe est nommé. Coordonner l'action et motiver ses troupes pour gagner du temps. La difficulté, garder la tête froide malgré la fatigue. La technique, on essaye de leur montrer la technique la plus rapide, mais après c'est eux qui choisissent. Donc c'est le chef de groupe qui dit ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Si ce n'est pas la bonne technique, les autres peuvent l'aider. Mais généralement, on dit que c'est le chef de groupe qui dirige, et puis après on laisse faire à leur guise. Reçu. Ouais, ok, c'est parti, on le met tous dessus et on monte. Allez go. Allez go, là c'est là, vas-y, monte-toi suivante. Ça permet vraiment, je pense, on peut se découvrir aussi pendant ces 3 semaines qui sont assez intenses et voilà, je pense que c'est ça que ça m'apporte. Puis enfin, aussi une cohésion et un esprit de groupe très intéressant. De retour au camp, ils n'ont que quelques minutes pour se changer. Pas de temps à perdre, le programme est dense. Donc là, il y a 2 mecs en Ils n'ont qu'une semaine pour apprendre le tir et les actes élémentaires du combattant. Il y a 2 mecs. Ça, tac, tu retournes, tu tires un coup sec. Lancer de grenades. Les règles de sécurité sont strictes. Les grenades d'exercice ne contiennent que très peu d'explosifs, mais suffisamment pour faire monter le stress. Devant l'arbuste vert, un groupe de fantassins vu, dégoupillé.
Lancez. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans le groupe de Fantassin? Vous avez vu, oui? Ouais, oui, mais il restait en ma main. Mais les gars, t'as pas senti le truc? Comparé aux grenades qu'on a fait. C'est léger. Alors une PMS, c'est énormément d'informations militaires à apprendre en peu de temps. On nous demande un bon niveau de sport à l'arrivée et surtout un bon niveau, je vais pas dire intellectuel, mais un bon niveau d'adaptation pour apprendre à apprendre beaucoup d'informations en un laps de temps très réduit. Recevoir les ordres, les comprendre et organiser sa mission. Ce soir, ils doivent se rendre sur un point stratégique. Un partisan les attend pour leur transmettre des informations. Il peut vous attendre au village des Boulis jusqu'à 19h15 parler. Golfe 2 reçu. Mais arrivé au point de rendez-vous, échange de coups de feu. L'ennemi est en embuscade. Ils répliquent, rendent compte et neutralisent l'ennemi. C'était bien. Vraiment, c'était la première fois. Chaque phase de combat est débriefée à chaud. On corrige et on recommence. Et l'exercice durera toute la nuit. Ils sont volontaires, ils sont venus là pour ça. Au début du stage, certains m'ont dit qu'ils s'attendaient à plus dur. Mais au bout de 3-4 jours, le programme les a largement contentés. En 3 semaines, la PMS aborde quelques aspects fondamentaux du métier de soldat. Elle permet de mieux orienter les jeunes qui souhaitent devenir cadres dans l'armée de terre. Alors on va terminer ce dossier spécial consacré au camp d'été militaire en prenant la direction de l'Ukraine. Car à Kiev, une quarantaine d'enfants âgés de 10 à 15 ans ont appris à tirer au fusil, à manier les grenades et les kalachnikovs ou encore à apporter les premiers soins. Ils y apprennent donc les rudiments de la guerre alors que le conflit avec les forces pro-russes est loin d'être terminé. On va en reparler dans un instant de ce conflit. Juste après ce sujet, les signaux Alexandre Leduc. Technique de combat à main nue, lancer de grenades, maniement d'armes légères et marche forcée. Voici le programme d'entraînement militaire pour enfants et adolescents ukrainiens. L'objectif de cette formation dispensée par la garde nationale, assurer le futur de l'Ukraine, le futur de l'unité ukrainienne. Je pense que chacun devrait pouvoir se protéger, non seulement soi-même, mais aussi ses proches, sa famille et le pays. Sur fond de conflits de basse intensité dans l'est du pays et de velléités séparatistes, les forces armées ukrainiennes forment la nouvelle génération de combattants et de combattantes. Ma mère et mon père sont soldats. Je veux suivre le même chemin et devenir soldat aussi. Je suis venu au camp pour apprendre. Ces images d'Alexander maniant un fusil d'assaut équipé d'un lance-grenade pourraient choquer dans les pays occidentaux, mais pas ici, où les armes font partie intégrante de la formation. Ils nous apprennent à assembler les pièces d'une arme, à donner des soins et à se battre de près. C'est très intéressant. Cet été, 120 enfants ont bénéficié de cette formation sous fond de conflit dans l'est du pays. Un conflit qui perdure depuis plus d'1 an. 6000 personnes, civils et militaires, ont été tuées et plus d'1 million de personnes ont dû fuir leur foyer. Et justement, l'Ukraine et sa capitale Kiev ont replongé cette semaine dans la violence. C'est le vote au Parlement d'une loi controversée qui accorde plus de pouvoir d'autonomie à la région est pro-russe qui a mis le feu aux poudres. 2 violentes émeutes ont éclaté devant le bâtiment. Dernier bilan, 2 morts, une centaine de blessés parmi les forces de sécurité. Explication, Joseph Emmanuel. Rien ne va plus en Ukraine. La violence du conflit de l'Est du pays s'invite jusqu'à Kiev, qui connaissait une accalmie depuis plusieurs mois. Des milliers d'Ukrainiens manifestent devant leur parlement. Ils ne comptent pas se retirer malgré les gaz lacrymogènes. La tension monte quand une explosion se fait entendre. On assiste alors à de véritables scènes de chaos. Plusieurs dizaines de manifestants sont touchés. Des policiers ensanglantés peinent à se mettre à l'abri. On avance le chiffre d'une centaine de membres de la garde nationale ukrainienne atteints par l'explosion. L'objet des tensions, l'adoption d'un projet de loi controversé donnant davantage d'autonomie à l'Est séparatiste pro-russe, une région en proie à la guerre
Les manifestants se sentent trahis. Cette loi veut dire qu'on aura une frontière ouverte avec la Russie et que toutes les infrastructures du Donbass seront remises en place, alors que ce sont les Russes et les séparatistes qui les ont détruites. À l'intérieur du Parlement, la séance est houleuse. Certains députés opposés au projet tentent même de bloquer l'accès à la tribune parlementaire. D'autres font part de leur honte. Ils qualifient la loi d'anti-ukrainienne et de pro-Poutine. Mais le vote est tout de même passé, et ce, à une large majorité. Pendant 24 années d'indépendance, l'Ukraine s'est construite comme un pays corrompu et centralisé, où ses citoyens se sentent continuellement mal et dans le besoin. C'est donc une décision historique que nous prenons aujourd'hui. Une décision qui change la Constitution et décentralise les pouvoirs. Ce projet est au cœur de débats acharnés en Ukraine. Son adoption est depuis longtemps exigée par les alliés occidentaux, car l'Europe affirme que seule cette loi aura le pouvoir d'apaiser le conflit. Un conflit armé ayant fait près de 7000 victimes en moins d'1 an et demi. Mais les détracteurs de cette loi s'opposent à la solution presque imposée par les Européens. Nombreux sont les Ukrainiens à voir dans cette loi une tentative de légaliser de facto le contrôle par les rebelles d'une partie de l'Est industriel du pays. Ils dénoncent l'annexion pure et simple de pans entiers de leur territoire national. Ils dénoncent également une résignation européenne face à la politique pro-russe du fait accompli. Et on en parle tout de suite avec Eliezer Chergorodsky, spécialiste de la Russie. Bonjour. Bonjour. Alors cette loi sur l'autonomie des régions pro-russes, elle est destinée à calmer les séparatismes. Est-ce qu'elle ne risque pas, au contraire, finalement, de leur donner plus de force pour aller jusqu'au bout de leur démarche ? Pour ce qui est des séparatistes, ils sont déjà au bout de leur démarche. Le problème, c'est est-ce que la Russie son appétit ne sera pas ravivé à démembrer l'Ukraine, à continuer à démembrer l'Ukraine. C'est-à-dire quel pourrait être le prochain objectif ? Le prochain, vous savez, les choix sont assez riches. Il y a Odessa, il y a Kharkov. Vous prenez par exemple une ville comme Odessa, à l'intérieur, elle est très divisée. Certains de ses habitants, même près d'une moitié, selon certaines estimations, eh bien, ils se sentent beaucoup plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, quel est l'équilibre des forces sur le terrain ? On sait que ce cessez-le-feu qui a été conclu en février dernier a été maintes fois bafoué. Aujourd'hui, pour qui penche cet équilibre des forces ? Effectivement, il faut dire que le cessez-le-feu, c'est quelque chose de... c'est un euphémisme, parce que les combats ont continué tout le long de la ligne de front. Il y a eu des morts tous les jours, pratiquement des morts et des blessés. Et il faut savoir qu'au niveau profond, l'Ukraine est un État qui est beaucoup moins uni et autour de son leader que la Russie. La Russie, c'est un État pratiquement autoritaire et où l'endoctrinement est très fort. Les Ukrainiens, depuis 2 ans, sont perçus comme des fascistes, alors que c'était un peuple frère il y a à peine 2 ans. L'Ukraine, elle est beaucoup plus divisée, tant à l'intérieur que vis-à-vis de ses choix extérieurs. Alors aujourd'hui, est-ce que la Russie, vous nous disiez que la Russie pouvait aller plus loin en obtenant cette victoire avec ce projet de loi notamment, est-ce qu'elle peut se le permettre sur le plan international d'un point de vue économique d'aller encore plus loin dans cette conquête ? Bien sûr, il faut savoir que la Russie, elle agit dans une logique d'intérêt d'État, pas dans une logique humaniste, droit de l'homme et diplomatique. C'est-à-dire, elle sent l'Occident se désengager de tous les fronts où il était actif jusqu'à il y a quelques années. Donc, elle se sent un peu les mains libres à agir et continuer à s'emparer d'une région qui, d'ailleurs, qu'elle considère d'une région très profondément russe, c'est-à-dire c'est pas pour rien que la Russie historique, elle a commencé sa marche de Kiev. Donc lorsque vous posez la question à Poutine, il ne se sent pas conquérant,
il se sent libérateur, il se dit libérateur de ces terrains et de ces territoires. Merci beaucoup Eliezer Chergorodsky pour ce décryptage. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Défense. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez au rendez-vous.